bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire Écovar, l'émission économique de Var Matin. Nous avons installé aujourd'hui notre studio chez Lunch Service à la Garde. C'est une entreprise spécialisée dans la location de matériel de réception. Elle fera d'ailleurs l'objet d'un portrait dans la deuxième partie de cette émission et nous recevrons Marc Brunetto, son dirigeant. Le Café de l'Éco, aujourd'hui, se penchera sur ces boulangeries-pâtisseries familiales qui sont devenues, au fil des décennies, de véritables PME. Et nous avons trois représentants d'enseignes varoises face à nous sur le plateau ce matin. Et enfin, le poste sera assuré par Stéphane Benamou, président du MEDEF Var. Et tout de suite, le Café de l'Éco. Leurs noms sont bien connus des gourmands varois. Si je vous dis Lafito, Saroche ou encore Cornu, je suis sûre que vos papilles commencent déjà à s'agiter. Et pour le Café de l'Éco, nous allons évoquer ces boulangeries et pâtisseries locales qui multiplient les points de vente. Philippe Lafito, bonjour. Alors, votre marque vient de fêter ses 75 ans. Félicitations déjà pour cette performance. On a l'impression que depuis quelques années, votre métier est en pleine mutation. Pourquoi passe-t-on d'une structure artisanale, le boulanger et son fournil, à une véritable PME ? Moi, je commencerai par dire que c'est pas depuis quelques années, c'est depuis toujours. En tout cas, depuis que j'entends parler de la boulangerie dans ma famille, puisque c'est au moins la 3e génération, voire la 4e, mais je sais pas ce qui s'est passé avant mon grand-père. En tout cas, ça a toujours été un métier qui évolue, qui bouge. Et je pense que chaque génération chez les Lafito a suivi l'évolution de son époque. Alors, mon grand-père avait sa façon de se développer avec son petit triporteur. Enfin, moi, j'ai jamais vu, on m'a toujours raconté, il a laissé ça dans les mémoires des Brignolets. Mon père et mon oncle, puisque c'était ces deux fils qui ont repris la suite, se sont développés aussi avec des camions aménagés en magasin qui faisaient le tour des cités. Et nous, on a suivi l'évolution de notre époque. Alors, ça a commencé par des magasins qui étaient en simple boutiques de vente, avec une production centralisée dans le laboratoire historique. Et puis, petit à petit, on a vu les limites de cette façon de se développer. Donc, on a changé ça en une façon où on mélangeait deux, c'est-à-dire que tout ce qui doit se vendre chaud et qui est meilleur vendu chaud se fabrique sur place, et tout ce qui est vendu frais, qui demande beaucoup de matériel et de rigueur pour conserver les produits dans les meilleures conditions, sont faits dans le laboratoire central. Voilà. C'est un modèle, donc, ce laboratoire central que vous partagez avec le modèle de Franck Saroche. Alors vous aussi, vous avez bientôt une vingtaine de magasins. Là, on est quasiment à 20, bientôt 21 d'ici la fin de l'année, je crois. Et vous avez un laboratoire qui livre ces différents magasins. C'est un choix que vous avez fait, que vous avez maintenu depuis des années. Et là, vous cherchez à l'agrandir et c'est très compliqué. Absolument, bonjour. Oui, je rejoins Monsieur Lafito sur le fait que effectivement les produits chauds sont fabriqués sur place et donc la pâtisserie en tous les cas centralisée, effectivement ça permet d'avoir une qualité commune sur l'ensemble de nos points de vente et puis de rationaliser la production puisque pour de nos jours on a besoin de machines importantes pour fabriquer différents types de pâtisseries. Donc effectivement, la solution de la centralisation se prête à nos métiers. Alexis Cornu, c'est pas le choix que vous avez fait. Vous multipliez aussi les points de vente, QRS, La Farlène, bientôt hier. Et vous, à chaque fois, vous installez un laboratoire. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Effectivement, bonjour à tous. On a fait le choix contraire, nous, d'avoir un laboratoire par point de vente. Au niveau de la qualité des produits, on n'a pas la même problématique que vous autour de la table parce qu'on n'en a qu'une seule pour le moment. Mais la deuxième et la troisième sont ouvertes sur le même principe. Une fabrication 100% artisanale sur place pour un point de vente. Il y aura uniquement la partie chocolaterie qui sera livrée. Mais en tout cas, sur la partie pâtisserie, gâteau de table, macarons, entremets, on garde la production sur place. Alors c'est un investissement plus coûteux au départ, mais on fait ce pari-là que si on veut rester sur du premium en qualité, il faut garder une fabrication sur place. Mais c'est un pari
osé et personnel en famille. Pas forcément sur le point financier, on va dire, mais on voit les choses au long terme. Quand on est une boulangerie-pâtisserie artisanale et familiale, on voit les choses sur le long terme et peut-être on sera amené à avoir la même problématique, mais pas encore. Alors, tous les trois, on en parlait juste avant, c'est un peu une prouesse, en toute modestie, de vous avoir réunis, parce que vous disiez, il y a quelques années, ça n'aurait pas forcément été possible, on n'était pas dans le même contexte. Aujourd'hui, finalement, entre enseignes de boulangerie, pâtisserie, aux identités très différentes et aux choix stratégiques, on l'a vu, différents, vous serrez un peu les coudes face à la concurrence, vous disiez, qui est plutôt aujourd'hui la grande distribution. Alexis Cornu. Oui, je suis bien placé effectivement pour en parler un petit peu. Il y a quelques années, je pense que ce n'était pas possible au niveau de nos parents, grands-parents. Aujourd'hui, la conjoncture a changé. Les industriels et les grandes surfaces font de la boulangerie-pâtisserie, montent également aussi en gamme. Donc il y a une vraie question sur ça. Moi, je trouve que c'est important. À Cuers, par exemple, on s'installe en face d'une grande enseigne nationale de boulangerie-pâtisserie. Et on a pris aussi ce pari-là de peut-être, c'est plus les concurrents directs, mais c'est plutôt la grande distrie ou des groupes nationaux en boulangerie-pâtisserie. Oui. C'est le cas pour vous aussi, aujourd'hui, maintenir, donc on le disait, Saroche, c'est une vingtaine de boulangeries-pâtisseries. Ça aussi, c'est une prouesse d'arriver à continuer d'ouvrir des points de vente, alors qu'on le sait, être un petit commerce aujourd'hui, dans un centre-ville, c'est pas du tout évident. Oui, après, le soleil se laisse pour tout le monde. C'est vrai que les grandes surfaces font leur métier. Et voilà, on essaie de faire le nôtre le mieux possible. Moi, j'essaie de pas trop regarder ce qui se fait autour, d'avancer, et puis de faire au mieux chaque jour. Monsieur Lafitau, vous aussi, vous continuez à chercher un peu partout, à ouvrir des points de vente, à vous étendre, ou pour l'instant, là, vous avez atteint un nombre satisfaisant et on verra plus tard? En fait, moi, je suis un peu bloqué là, dans mon développement à cause de la dimension de mon labo central, puisque c'est sur cette formule qu'on va continuer à se développer. Donc en fait, le projet immédiat, là, c'est de créer un laboratoire central plus performant, avec plus de possibilités. Et après, je vais sûrement continuer à ouvrir des boutiques. Enfin, en tout cas, c'est notre objectif. Alors, on n'est pas tout jeune, mais en tout cas, c'est notre objectif d'en ouvrir d'autres et de transmettre. En fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, chaque génération, on a eu une entreprise au niveau de l'époque et des personnes. Et en fait, on essaye juste d'avoir une entreprise au niveau de nos enfants pour les intéresser et pour qu'ils prennent la suite et qu'ils continuent à développer l'enseigne. Alors c'est votre point commun à tous les trois, hein, le côté familial de vos entreprises, le côté héritage aussi. Est-ce que ça met une pression supplémentaire pour réussir, Franck Saroche? Oui, déjà le respect par rapport à ce qu'ont fait nos grands-parents, nos parents. Effectivement, ça nous donne un objectif de faire au moins aussi bien qu'eux. Voilà, et bien entendu, la transmission est aussi importante et de laisser quelque chose à nos enfants s'ils veulent le reprendre, une entreprise la plus saine possible pour pouvoir transmettre le mieux possible. Voilà. Vous, Alexis Cornu, vous incarnez... Alors, vous aussi, vous êtes la 3e génération, mais vous êtes un petit peu plus jeune que vos voisins. Vous n'étiez pas forcément vous-même dans la pâtisserie-boulangerie, mais vous avez souhaité poursuivre cette aventure. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier-là, son évolution? Parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle clientèle aussi. On a des gens qui viennent... tous les trois, vous avez beaucoup développé le snacking. Il y a des gens qui viennent là pour manger le midi, boire un café. On n'est plus sur les mêmes boulangeries, pâtisseries de vos grands-parents, finalement. Oui, effectivement. Alors moi, je ne suis pas tout seul. J'ai ma sœur Cécilia Cornu aussi qui est avec nous chaque jour à la boutique, à la Farled. J'ai souhaité rentrer parce que je travaillais à l'étranger. Et c'est ce côté de retrouver la famille. De retrouver les amis. J'ai rencontré ma femme également ici et c'était le souhait de rentrer pour créer quelque chose et aujourd'hui j'ai un petit garçon aussi, donc j'ai besoin de préparer aussi déjà la transmission. On l'a dans la tête parce que moi, mes parents à titre personnel, ils nous ont vachement aidés.
Ils ont sacrifié toute leur carrière parce qu'ils ont travaillé énormément pour en arriver là. Aujourd'hui, on a un beau concept à la Farled. Et c'est à nous, avec ma sœur Cécilia, de continuer pour, dans quelques années, bien évidemment, transmettre également, s'ils le souhaitent, à nos enfants respectifs. Et est-ce que cette volonté de grandir, elle est vitale pour survivre ou c'est juste une question d'ambition finalement Comme j'ai dit, et je ne prends jamais les décisions tout seul, je vais concerter à chaque fois mes chefs de poste. Aujourd'hui, on pourrait rester comme ça à la Farled et avoir un confort, bien évidemment, en famille. Le souhait, c'est de faire évoluer les équipes dans les compétences, les chefs de poste et les seconds également, mais toute l'équipe entière, en fait. Et pour ça, il faut avoir de la croissance. La croissance interne, elle est faite. Et maintenant, on appelle à la croissance externe pour donner des nouveaux postes, des nouvelles responsabilités et des meilleurs salaires. Parce que le plus important, il est là in fine. Et ils ont besoin d'être mieux rémunérés dans la boulangerie-pâtisserie, justement, pour pas qu'ils aillent travailler dans les grandes surfaces. Et il faut donner un confort de travail et un confort de vie aussi. Le métier a pas mal changé ces dernières années. Un exemple, nous, on avait nos équipes au laboratoire qui avaient un jour de repos par semaine et on est passé sur 2 jours avec maintien de salaire. Voilà, dernièrement, on a fait des véhicules de fonction aussi pour équiper nos chefs de poste et nos seconds. Donc l'année dernière, on a acheté 11 véhicules de fonction pour les salariés, les chefs de poste seconds. Aujourd'hui, on va en refaire une série entre 10 et 15 en fonction des compétences et de l'engagement qu'il y a dans la société. Donc voilà, ça se fait in fine. On a également mis un plan d'épargne inter-entreprise et on a adhéré aussi à des choses comme une Reduc Box qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Moi, c'est mon combat. C'est pour ça que j'en ouvre d'autres, tout simplement. Retrouver de la proximité avec les clients parce qu'ils viennent de loin pour venir chercher leur pâtisserie, leur gâteau. Et on a décidé d'aller vers eux et d'encourager nos salariés surtout. Philippe Lafitau, Franck Saroche, la question du recrutement, c'est une difficulté. C'est aujourd'hui dans vos métiers, on sait que c'est des métiers assez difficiles, assez recherchés aussi. Ouais. En fait, je sais pas ce qu'en pense M. Saroche, mais ça rejoint un peu ce que dit M. Cornu. C'est que le développement de l'entreprise, en fait, permet de vendre aux candidats un projet. Et je pense que c'est la condition supérieure aux rémunérations, en fait, le projet de l'entreprise, comment ils vont se projeter, comment ils vont pouvoir évoluer. Donc en fait, si vous voulez, on a un peu plus de facilité en proposant ça, quoi. Voilà, je pense que... Franck Saroche. Oui, donc pour problème de recrutement... Vous avez beaucoup de salariés, hein. Oui. J'ai plus le chiffre en tête, vous êtes combien? On est un petit peu plus de 200. Voilà. Donc effectivement, il y a du turnover dans nos boutiques. Bien heureusement, on a un socle solide depuis de nombreuses années. Le développement, c'est des fois quelques opportunités qu'on trouve, qu'on nous propose. Effectivement, d'intégrer nos salariés qui montent en compétences dans ce projet de développement, effectivement, c'est ce qu'on propose à nos salariés, donc bien entendu, et c'est ce qui fait qu'on arrive à continuer à progresser. Parce que seul, on n'arrive pas à grand-chose. Peut-être une question enfin sur les consommateurs, vos clients. Aujourd'hui, pour garder le client, pour l'attirer, il faut un concept de marque, un peu comme celui que vous avez tous les trois développé, chacun avec votre identité particulière. Il faut du snacking, il faut un lieu de restauration. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une boulangerie-pâtisserie attire, crée de la fidélité ? Il est vrai que le concept de marque est important. Se dire que lorsqu'on a une marque, nos clients vont retrouver les mêmes choses dans nos magasins. Voilà, donc, mais conserver le client, c'est aussi un travail de tous les jours dans l'accueil et la qualité des produits. Voilà, c'est un travail quotidien, quoi, en fait. Philippe Lafitau. Oui, je pense que c'est comme toutes les entreprises, en fait, il faut avoir une identité, une image et
et enfin, tout un ensemble, et aussi savoir le communiquer, quoi. Je pense que Vous faire connaître. le sujet principal, c'est la communication, en fait. Voilà. Et pour ce qui va derrière, c'est savoir avoir quelque chose à communiquer, en fait, en gros, c'est ça. Après, ça va aussi sur ce qu'on a aussi dans le cœur, quoi. Avec 3 générations de boulangerie, forcément, on a des idées, on a des visions. C'est ça qu'on exprime aussi dans notre offre, quoi. Voilà. Alexis Cornu, peut-être le mot de la fin. Nous, notre concept, effectivement, c'est plutôt des grandes surfaces entre 200 mètres carrés jusqu'à 1200 mètres carrés, le nouveau projet Acquers l'année prochaine qui ouvrira. Effectivement, on a un concept avec 2 vitrines en U, nous, exposées à plat, un peu comme la bijouterie. On avait pris ce concept en 2016 et il a bien marché. Et le deuxième point important sur notre concept, c'est que c'est vitré sur les laboratoires directement avec la fabrication sur place, qui donne, je pense, une transparence totale au niveau des clients. Et ça demande une exigence aussi sur la propreté de nos laboratoires, des tenues, des équipes. Ça monte le niveau tout simplement tout seul. En fait, ça se fait tout seul, hein. Les équipes sont très contentes aussi de voir du passage au niveau du magasin, de voir des visages qui reviennent tous les matins, et ça met une proximité avec les clients. Dernière chose sur le concept, nous on a choisi d'innover à Cuers, et on va proposer une première boulangerie-pâtisserie en drive. Donc là c'est un vrai challenge. Voilà. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé vos expériences. Tout de suite, on passe à l'entreprise du mois. Et l'entreprise du mois, aujourd'hui, c'est Lunch Service à la Garde qui nous accueille pour le tournage de cette émission, spécialisée dans la location de matériel de réception pour une clientèle d'entreprise, d'institutionnels ou de particuliers. On découvre tout de suite son activité en images. Ils trouvent tout pour faire la fête, pour une réception. Ça va aller du mobilier avec des tables, des chaises, jusqu'à la vaisselle, des barnums. On va trouver tout ce qui nous permet de servir un client qui va faire une fête à son domicile ou un professionnel qui va faire une inauguration, une réception. Les collaborateurs qui sont ici, vous allez avoir des préparateurs de commandes, vous allez avoir des livreurs, vous allez avoir des personnes au niveau de la plonge qui s'occupent effectivement de faire tout ce qui est nettoyage de la vaisselle. Et vous avez après au niveau du showroom qu'on a visité tout à l'heure, vous avez 2 collaboratrices qui sont là pour conseiller commercialement les clients tout au long de la journée. Les tendances de la réception aujourd'hui, qu'est-ce que les gens souhaitent, recherchent, demandent ? Alors, de la qualité, oui, mais j'ai envie de dire terriblement du prix. Non, c'est terrible ce que je vous dis, mais du prix. Alors évidemment, ils veulent de la qualité, ils veulent de la gaieté, voilà, mais on est plutôt, d'ailleurs, c'est vraiment une vision sociétale par rapport, si on prend l'exemple des mariages, aujourd'hui, on est plutôt sur des petits mariages. Moi, j'ai connu l'époque où on était sur des mariages, c'était fréquent et récurrent d'être sur du 100, 150 personnes, voilà, 100 en tous les cas, c'était la moyenne. Aujourd'hui, on est régulièrement sur des mariages de 30, 35 personnes, 40 personnes, c'est très fréquent, et qui se fait à domicile ou voilà sur le jardin du tonton. Alors ça va dans notre sens, dans le sens où on loue du clé en main, et on sent qu'il y a une vraie recherche de convivialité, mais également de budget pour essayer de s'occuper de ses convives, tout en étant sur des budgets plus limités. Marc Brunetto, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le dirigeant de Lunch Service. Merci encore pour votre accueil ce Je vous en matin. prie, c'est avec plaisir. Merci. Vous travaillez beaucoup avec l'événementiel. Est-ce que vous ressentez aussi ce ralentissement économique qui touche ce secteur et plus généralement l'économie ? Ah oui, c'est clair, oui, on le ressent. Bien sûr, il y a une vraie baisse, nous, en termes d'activité, en termes de budget. Alors, j'allais dire, il y a eu l'après-Covid où il y a eu là une vraie remontée d'activité, c'est vrai, parce qu'il y a eu des événements qui avaient été reportés, bon, on a pu surfer là-dessus. On sent 2024, il y a eu une légère baisse, voilà, en ce qui nous concerne, on parle de 3%, donc on a encore réussi à marquer, on va dire, un petit peu notre territoire. C'est vrai que depuis le début d'année, depuis le début de 2025, on sent une vraie souffrance, effectivement, que ce soit au niveau des entreprises, même des institutionnels, qui ont revu leur budget, effectivement, à la baisse, et des particuliers, où là,
on est effectivement un petit peu plus en souffrance par rapport certainement au contexte économique général. Après, voilà, il faut se battre, s'accrocher, et puis voilà. Alors justement, pour se battre et s'accrocher, vous vous diversifiez. Vous avez lancé un système de drive pour que les gens puissent récupérer dans des box leur matériel. Et puis là, encore plus récemment, vous développez dans l'Est-Var. Alors l'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir un petit peu de notre bassin, on va dire notre zone principale. Notre zone primaire, c'est le grand bassin toulonnais. Et c'est vrai qu'on a de la demande sur l'Est-Var, sur l'Ouest-Var. Et donc c'est d'essayer de rayonner de façon plus importante. Alors avant de partir sur réellement une ouverture de dépôt avec de la croissance externe éventuelle, pourquoi pas, l'idée c'est d'essayer de satisfaire une clientèle plus loin et d'ouvrir des box en self-drive. Donc là, on va ouvrir effectivement un box sur Fréjus, sur Brignoles, et qui va nous permettre de rationaliser nos coûts de livraison pour être compétitifs et d'aller toucher une clientèle hors du bassin toulonnais. Comment ça marche concrètement ? Très concrètement, vous allez nous faire une demande de devis de matériel. Vous êtes sur Fréjus, vous allez nous demander une livraison. Et là, quand vous donnez le coût de la livraison, vous allez dire c'est un petit peu cher. On va vous dire il n'y a pas de problème. Il y a un box sur lequel on a une dizaine de box individuelles sur lesquelles on va venir déposer votre commande. Vous allez venir la récupérer. Bien souvent, c'est le vendredi parce que les réceptions se font majoritairement le week-end. Et vous allez la ramener un peu comme vous faites sur les box Amazon. Hein, ou là, vous ne la ramenez pas. Mais vous allez ramener le matériel le lundi. Voilà, purement et simplement. Donc il y a un retrait, vous venez pour charger, faites la fête et vous ramenez le matériel. Voilà, tout simplement, comme quand on fait du retrait dans notre dépôt ici, si ce n'est que là c'est vraiment automatique, tout est palettisé. Et donc c'est vrai, on est vraiment dans l'air du temps et c'est un vrai gain économique et de temps pour le client. Ça a été compliqué à lancer ces nouvelles options ? Alors on allait vraiment, on l'a testé parce historiquement la société est sur la garde, mais on avait également une autre entreprise qui fait la même activité sur Sifour, donc on le fait depuis 2 ans maintenant sur Sifour. Non, ça n'a pas été si compliqué. Alors là, on va le tester, j'ai envie de vous dire, sur Fréjus et Brignoles, où la distance est déjà un petit peu plus longue que sur Sifour, mais sur Sifour, ça marche très bien, parce que Sifour, avant, il y avait du personnel, il y avait une véritable agence. Depuis 2 ans, c'est uniquement du point de retrait automatique, et les clients s'y font, ça fonctionne très bien, on fait des navettes hebdomadaires, régulières, mais ça se passe très très bien, et le client apprécie, parce que l'avantage du box, c'est quand même ouvert 7 jours sur 7, alors que là, il y a des horaires, quand c'est du retrait ici, forcément des horaires, on va dire, à respecter. Là, souvent, les gens viennent prendre le matériel le samedi matin, ils le ramènent le dimanche soir, donc c'est vrai que non, il n'y a pas de vraies complications pour nous et pour le client. Alors vous l'avez dit, c'est une sorte de test sur des marchés un petit peu plus excentrés par rapport à votre zone habituelle, en vue, pourquoi pas, d'ouvrir du coup des agences physiques C'est encore de la croissance externe ? C'est ce que je souhaiterais. On va déjà tester ce que ça va donner là, par rapport effectivement à du box. Après, l'idée, effectivement, dans un temps numéro 2, si on voit qu'il y a réellement de la part de marché à prendre sur ce secteur, ce qui à mon sens est le cas, parce que c'est un marché qui existe, où il y a déjà des concurrents qui travaillent. C'est vrai que si on pouvait s'implanter, ça ferait partie d'une logique de développement pertinente et cohérente, comme l'ont pu le faire effectivement nos invités d'avant, sur un marché différent. Mais en tous les cas, oui, ça pourrait être pertinent d'ouvrir une autre agence sur l'Est-Var dans un premier temps. Ouais. Merci Marc Brunetto. Merci à vous. Et tout de suite, le Poste. Notre invité pour le Poste pour cette émission, c'est Stéphane Benamou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF-Var et vous voulez pousser un petit coup de gueule contre cette nouvelle taxe mobilité qui a été votée par la région récemment. En quoi elle va impacter les entreprises ? Alors, je précise que je suis le président du MEDEF-Var, effectivement, mais je suis aussi, et j'allais dire surtout, le président adjoint de l'Union patronale du Var, qui fédère à la fois le MEDEF et la CPME. S'agissant du versement mobilité régional, c'est cela dont il s'agit. Le versement mobilité régional a été institué au cours d'une nuit par une commission mixte paritaire dont on n'a même pas compris le sens, et ce versement mobilité donne l'opportunité aux régions de taxer de 0,15% de la masse salariale toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Je m'empresse de préciser que 9 régions sur 13 se sont opposées à ce versement mobilité. N'ont pas souhaité la mettre en place. N'ont pas souhaité la mettre en place, puisque c'était une option. Et on dit, les entreprises sont suffisamment taxées, accompagnons-les dans leur développement, ne les chargeons pas davantage. Dès le départ,
nous avons saisi le conseil régional en leur disant mais écoutez, nous vous accompagnons, la mobilité c'est important pour notre région, c'est important pour nos collaborateurs, nous allons participer à des travaux de réflexion visant à améliorer la mobilité sur notre région. Je dois dire que nous avons rencontré quand même énormément de difficultés pour pouvoir échanger. Certes, il y a eu une première réunion à l'initiative de Jean-Pierre Serrus, le vice-président en charge de la mobilité, qui s'est terminée de façon totalement stérile, pas de décision. Il n'y a rien de pire pour des entrepreneurs que de sortir d'une réunion sans une décision. Il y a bien eu effectivement un comité des partenaires qui a été réuni à nouveau par Jean-Pierre Serrus. Où le MEDEF a voté contre Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce comité des partenaires, à l'initiative de la région, a été élargi au MEDEF, à la CPME, à l'U2P. Oui, puisque le comité des partenaires, donc c'est une instance consultative de la région qui réunit finalement la société civile en principe pour prendre son avis sur un certain nombre de sujets. Et là, ça s'était élargi aux syndicats patronaux et syndicats salariés. Et donc, j'en dirais un mot très volontiers. Il y a eu un vote et la majorité des instances de la société civile se sont prononcées contre. 14 contre, 11 pour et 5 abstentions. Parmi ces contre, il y avait effectivement le MEDEF et l'U2P. Il y avait également, parmi les abstentions, la CPME. J'en redirai un mot tout à l'heure, parce que c'est la CPME Sud qui était représentée. Je veux absolument en dire un mot. Et il y avait aussi l'ensemble des syndicats salariés. J'en profite pour souligner la solidarité, l'esprit de solidarité qui nous anime, tant représentant des entrepreneurs que représentant des salariés. Et c'est un élément qui n'est pas nouveau. Depuis de très nombreuses années, le climat social dans les entreprises est totalement apaisé. Nous travaillons main dans la main, et en particulier au niveau de la région, et en particulier au niveau du département du Var, avec les syndicats salariés. Moi, je m'en félicite et j'entretiens d'excellentes relations avec chacun d'entre eux au service de l'intérêt général. J'en profite pour rappeler que c'est bien dans l'entreprise que se trouve l'intérêt général. Parce que c'est à travers l'exemplarité du vivre ensemble au sein des entreprises que la société dans son ensemble se développe. En tout cas, ce jour-là, vote à la majorité contre l'instauration du versement mobilité. Et finalement, jeudi dernier, en assemblée plénière, vous avez quand même assisté au vote de cette taxe qui sera bien mise en place dans notre région. Et ça, en tant que président du MEDEF et coprésident de l'UPV, ça ne passe pas pour vous. Ça va handicaper les entreprises. Je reviens à la question d'Amandine. Ce qui prouve bien que quelque part, l'acte démocratique est bafoué. Je le redis fermement, l'acte démocratique est bafoué. Donc ça, c'est le premier point qui vous pose problème. Deuxième point, est-ce que pour vous, l'instauration de cette taxe, dans quelle mesure, effectivement, elle va peser sur les PME et ETI de la région? Est-ce que ça va créer de la difficulté supplémentaire au contexte économique actuel? Alors, je veux d'abord préciser que ce n'est pas 3,5% des entreprises qui sont concernées. C'est près de 20% des entreprises qui sont concernées. C'est 35% des collaborateurs qui seront pénalisés au niveau de la région. C'est juste pas acceptable, quoi. En l'état actuel, alors que nous sommes surtaxés, et en particulier dans cette région, je veux rappeler l'augmentation des taxes de séjour, je veux rappeler l'instauration de la taxe sur les bureaux, surfaces commerciales et surfaces logistiques, depuis le 1er janvier 2023, qui n'est justifiée par rien, et dont les sommes ne sont pas tracées, en tout état de cause, alors même que les entreprises qui payent ne savent pas où va l'argent. Et nous supportons encore une taxe supplémentaire dont nous n'aurons pas la traçabilité parce que le texte n'est pas suffisamment précis. C'est-à-dire, la traçabilité, vous voulez dire à quoi va servir l'argent qui sera ainsi récolté? La collectivité territoriale n'a aucune obligation en la matière. Cela n'est plus supportable. Et je le dis, dans la société telle qu'elle est en 2025, aujourd'hui, ne pas avoir une transparence parfaite de la traçabilité de l'argent versé par les entreprises, c'est inadmissible. En tant que président, non plus cette fois-ci de votre syndicat patronal, mais de votre entreprise, PACA Participation, qui est donc un groupe de grande distribution qui détient notamment Hyper U, les Arcs, est-ce que vous faites face à ces difficultés? Est-ce que vous sentez une économie au ralenti, des consommateurs qui consomment moins finalement? Alors, très clairement, la consommation a ralenti.
Et le ralentissement s'est accéléré depuis le mois de juin 2024. C'est très frappant sur toute la partie non alimentaire, qui est très gravement attaquée aujourd'hui, que ce soit l'équipement de la maison ou l'équipement de la personne. C'est moins flagrant sur la partie alimentaire, mais nous avons à faire face à une situation particulière. C'est ce que nous appelons la fragmentation de la consommation. Aujourd'hui, un consommateur, pour pouvoir trouver une source d'équilibre budgétaire, fréquente 9 structures de magasins différentes. 9, c'était 7 il y a moins de 2 ans, dont bien évidemment toute la partie online. Et donc ça, c'est très intéressant. Ce qui veut dire que la compétition, la concurrence est largement ouverte. Elle entame inévitablement les progressions de chiffre d'affaires, elle entame aussi les marges. Et c'est cela le cri d'alarme que je lance. C'est qu'on ne peut pas être durablement empêché de développer nos entreprises, être surattaqué par des réglementations qui n'en finissent pas, et à côté subir en plus des charges fiscales et sociales qui sont championnes d'Europe pour le coup, championnes des pays de l'OCDE. Vous le voyez encore à travers les différents résultats sur l'année 2024, et en même temps dire on va développer nos entreprises. Nous sommes des entrepreneurs. Par définition, nous sommes des gens qui sont enthousiastes. Nous nous battons au quotidien. Le projet nous habite. Mais encore faut-il que les montagnes auxquelles nous ayons faire face soient des montagnes concurrentielles et pas des montagnes réglementaires et surtaxées. Il y a aussi un autre souci auquel doivent faire face les entreprises, c'est l'accès au financement. C'est quelque chose de très présent dans le département. Alors, je pense que l'accès au financement est lié à plusieurs éléments. D'abord, il n'est pas propre au département. Les banques sont soumises. Nous travaillons en étroite collaboration et nous sommes très souvent en relation avec la fédération bancaire départementale et régionale. Les banques sont soumises à des surréglementations qui viennent précisément de Bruxelles. Vous avez entendu parler de BAL 3, BAL 4. Et naturellement, elles doivent faire face à des exigences, je ne vais pas entrer dans le détail, de structures, de recapitalisation de structures financières qui leur imposent d'avoir des comportements qui sont très rigoristes. Au-delà de ça, les relations que nous entretenons avec les banques et l'accompagnement qu'elles expriment, même si effectivement il y a un fléchissement, surtout sur la partie financement des trésoreries, de ce qu'on appelle le besoin au fonds de roulement. Pardon d'être un peu technique, c'est surtout sur cette partie-là. Le financement des investissements est encore largement accompagné, il est au-delà des 80%. Sur la trésorerie, c'est un peu plus complexe, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Les marges, les résultats des entreprises se sont pincés, quelle que soit l'activité, en particulier dans le bâtiment, en particulier dans la consommation, en particulier dans les services. C'est une réalité. Bien évidemment, les banques sont un peu plus regardantes quant à la façon dont elles financent la partie trésorerie. Mais sur l'investissement, je le redis, elles sont présentes et il faut s'en féliciter. Donc plutôt optimiste sur l'avenir. Quand on investit, ça veut dire que les entreprises conservent leur confiance dans la croissance. Ou est-ce que vous vous attendez à devoir accompagner à l'UPV un certain nombre de PME en difficulté dans les mois qui viennent ? C'est la culture du paradoxe. L'année dernière, plus de 60 000 entreprises ont été placées en liquidation. Pratiquement 20% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et alors, continuons le combat. Nous sommes entrepreneurs, par définition enthousiastes, par définition au combat, par définition habités par le projet. Libérons les énergies dans ce pays. Dans cette région, libérons les énergies. Réduisons les réglementations. Stop aux réglementations. Et puis surtout, entamons une démarche qui soit véritablement une démarche du 21e siècle. Veillons à ce que les entreprises puissent se développer pour nourrir la croissance, donc pour nourrir le produit net fiscal. C'est la croissance qui nourrit le produit net fiscal, ce n'est pas la surtaxation. Baissons les impôts, baissons les charges sociales, et vous allez voir, dans notre pays, on va éclater, parce que nous disposons des meilleurs entrepreneurs du monde. Donc c'est le message que vous faites passer à la région. Donc vous êtes fâché ou pas fâché avec la région ? En aucune manière fâché, jamais. Ma porte est ouverte. Mon téléphone est totalement disponible. Mettons-nous autour d'une table. Nous avons des solutions à proposer, à faire valoir pour que le développement, l'amélioration de la mobilité dans notre région, puis s'agissant de la mobilité, mais pas que, parce qu'il y a d'autres sujets au niveau de la région que je suis prêt à aborder avec les élus régionaux. Mais s'agissant de la mobilité, mettons-nous autour d'une table. Nous avons des propositions à formuler.
D'ailleurs, je me félicite de la prochaine réunion que nous aurons en mai sur la mobilité à l'initiative du Conseil régional. J'y participerai, je formulerai des propositions pour qu'effectivement nous puissions trouver des solutions qui sortent de ce sempiternel surtaxation des entreprises qui est devenue insupportable. Stéphane Benamou, merci. Merci à tous nos invités. Merci à toute l'équipe de Territoire Éco Var. Merci Sophie Doncé. Merci Guilhem Ricavi. Merci Amandine. Merci Marie-Cécile. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la fin du mois de mai pour un nouveau numéro de Territoire Éco Var. À bientôt.